L'affaire fait grand bruit. Les autorités de Bamako accusent la Côte d'Ivoire d'avoir introduit des mercenaires au Mali, en vue de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du pays. Faux, répond Abidjan, qui parle d'un contingent de l'armée ivoirienne présent au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, NSE. Selon la junte malienne, 49 militaires ivoiriens, avec leurs armements et munitions de guerre, ont débarqué à l'aéroport Modibo Keita Sénou de Bamako, dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, à bord de 2 aéronefs en provenance de la Côte d'Ivoire. À en croire un communiqué du gouvernement de la transition, ces militaires, dont une trentaine des forces spéciales, sont entrés illégalement au Mali avec des armes et des munitions de guerre, sans ordre de mission. Leur profession réelle n'était pas pour la plupart indiquée sur la majorité des passeports. Les professions inscrites étaient les suivantes: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, etc. Par ailleurs, 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire malien, à savoir la mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne, Sahélian Aviation Service, et la protection du contingent allemand. D'après les autorités de Bamako, les responsables de l'armée ivoirienne, contactés par leurs homologues maliens, ont répondu qu'ils n'étaient pas au courant de la présence de ces militaires au Mali. Dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement de personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue, le 10 juillet 2022, mentionne le communiqué. D'autre part, le gouvernement de la transition, qui indique que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale n'a pas été informé par les canaux officiels, évoque la violation des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État dont l'atteinte à l'intégrité du territoire et la violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. Bamako relève également la violation des dispositions concernant la conduite en douane et celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant Code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel, soutient la junte malienne. Pour les autorités ivoiriennes, ces militaires font bel et bien partie de l'effectif de l'armée ivoirienne et sont au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, NSE. Mardi 12 juillet 2022, le Conseil national de sécurité s'est réuni sous la présidence d'Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien. La présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et bien connu des autorités maliennes. En effet, en vertu d'une convention signée, en juillet 2019, entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies, et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service, SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Depuis cette date, ces contingents se sont relayés périodiquement sur ce site, sans aucune difficulté. À leur arrivée au Mali, dans le cadre de la 8 rotation, le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes, pour attester de la régularité de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion, lit-on dans un communiqué qui poursuit. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer, sans délai, les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le Conseil national de sécurité tient à rappeler que la Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, pour la paix,
la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Conseil national de sécurité informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de nos braves et vaillants soldats. Dans une note verbale adressée au ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le 22 juillet 2022, qui a été divulguée sur les réseaux sociaux, la MINUSMA déclare que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou, Bamako, pour assurer la sécurité à la base des NSE allemands, dans cette même localité, au lieu de Tombouctou où est basé le contingent ivoirien de la MINUSMA. Il apparaît que certaines procédures n'ont pas été suivies et la mission s'efforce de mieux comprendre comment ces dysfonctionnements ont pu se produire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir. La MINUSMA n'a pas connaissance d'un contrat entre l'Allemagne et des tiers pour la protection de la base allemande de NSE. Des mesures ont déjà été prises pour renforcer la gestion des NSE. Les politiques des Nations Unies autorisent les pays contributeurs de troupes et de police à déployer des éléments nationaux de soutien pour fournir des services à leurs contingents, à titre national. Chaque contingent a la responsabilité d'informer la MINUSMA, tous les mois, du nombre de ces éléments nationaux de soutien déployés. Selon les déclarations des contingents, au mois de juin 2022, le nombre total de NSE au Mali s'élève à 609, y compris 471 soutenant le contingent allemand. 33 Bangladais, 7 Cambodgiens, Est Tchadiens, 60 Britanniques, 4 Sri Lankais et 29 Suédois. La MINUSMA n'a pas été informée de la présence et du nombre de NSE de la Côte d'Ivoire. Cependant, en recoupant des documents intimes, la MINUSMA estime que le détachement ivoirien s'élève à 50 hommes et femmes. La MINUSMA a initié un recensement des NSE dans tous ses contingents, afin d'obtenir des chiffres exacts. La mission partagera les conclusions de ces vérifications une fois qu'elles seront établies. À la demande du président malien, Assimi Goïta, le Togo est entré en jeu comme médiateur dans cette crise. Selon France 24, qui donne l'information, ce choix s'explique par le fait que le président du Togo a toujours été du côté des Maliens. Il s'est positionné comme médiateur entre le Mali et la CEDEAO quand les sanctions ont pénalisé ce pays. Pour la chaîne de télévision française, le Togo a toujours pris l'option d'adoucir la position de la CEDEAO, alors que la Côte d'Ivoire représentait la ligne dure. Cette démarche du colonel Goïta montre qu'il recherche une solution diplomatique à cette crise. Le président togolais, qui a déjà engrangé un succès diplomatique, a de sérieuses chances de faire libérer les 49 soldats ivoiriens. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Amadou Keïta, a reçu, le jeudi 21 juillet 2022, les membres du collectif des détenteurs de la licence LMD. Ces derniers étaient venus le remercier pour son engagement dans le domaine de la recherche de l'emploi, les ayant permis d'avoir accès au concours d'entrée à l'ENA. Au nom de l'ensemble de ses camarades, le président du collectif des détenteurs de la licence LMD, M. Kalibala Touré, a adressé un message de remerciement et de reconnaissance au ministre Keïta. Au dire du ministre Amadou Keïta, c'est en tant que directeur général de l'ENA qu'il a pris connaissance de ce dossier. Cependant, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, il a vu la pertinence de la question. Par ailleurs, il a ordonné une organisation d'un atelier sur la licence, le master et un séminaire sur l'employabilité des détenteurs de la licence en vue de faire face à ce concours. Le bien, Tombouctou, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1988 en même temps que le site, Villes anciennes de Djenné, sur la base de critères culturels qui justifient leur valeur universelle exceptionnelle, VUE, conformément aux orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Cette convention a été adoptée par l'UNESCO en octobre 1972 et ratifiée par le Mali le 5 avril 1977. De cette période à aujourd'hui, notre pays a inscrit 2 autres sites nationaux, à savoir les falaises de Bandiagara, pays d'Ogon, en tant que bien mixte, culturel et naturel, et le tombeau des Askia à Gao en tant que vestige imposant, témoin de la grandeur du puissant empire Songua au XIVe-XVIe siècle. Ces différents sites patrimoniaux de valeur universelle ont connu diverses fortunes dans le cadre de leur gestion et conservation. L'État partie du Mali, en étroite collaboration avec l'UNESCO et certains partenaires techniques et financiers coopération néerlandaise et allemande, World Monument Fund, Union européenne, a fourni d'énormes efforts pour la conservation et la mise en valeur des sites, comme en témoigne la création en 1993 de structures déconcentrées de gestion appelées missions culturelles. En 2012,
la crise sécuritaire et institutionnelle qu'a vécue le Mali a eu un impact très négatif sur les sites du patrimoine culturel du Mali en général mais singulièrement sur ceux situés dans le septentrion, Tombouctou, Gao et Kidal. Suite à la destruction des mausolées de Tombouctou et la dégradation d'autres biens et éléments du patrimoine culturel, matériel et immatériel, l'État malien a demandé l'inscription de ces deux sites sur la liste du patrimoine mondial en péril, lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial à Saint-Pétersbourg en Russie en juillet 2012. Cette crise fut à l'origine de la grande mobilisation de la communauté internationale autour du patrimoine du Mali sous l'égide de l'UNESCO. On peut noter entre autres réalisations, la reconstruction des mausolées et l'exfiltration des manuscrits anciens de Tombouctou vers le sud du pays. Les actions d'envergure réalisées à Tombouctou et Gao, grâce à l'implication de la communauté internationale, ont constitué un début d'apport de mesures correctives pour le retrait des sites du Mali de la liste en péril. Au moment où ces actions sont en cours pour l'aboutissement du processus de retrait, la réalisation d'un château d'eau dans l'emprise de la mosquée monumentale de Djingarébert construite au XIVe siècle par Kankou Moussa au nom du président de la transition est venue l'altérer. Malgré deux lettres officielles du ministre chargé de la Culture adressées au gouverneur de la région de Tombouctou, le 13 et le 23 mai 2022, et les efforts d'explication pour dissuader de construire le château dans un autre endroit de la ville, rien n'y fit. Ceci est d'autant malheureux que la construction du dit château d'eau est survenue au moment où le ministère chargé de la Culture, en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouve engagé dans des actions pour aboutir à un état de conservation souhaité en vue du retrait des 3 sites de la liste du patrimoine en péril Tombouctou, Djenné et Tombeau des Askia. Il est à la fois incompréhensible et surprenant qu'un directeur d'une entreprise, natif de Tombouctou, soit derrière cette œuvre dont l'interférence visuelle entache l'harmonie de l'environnement architectural du monument. Ce comportement vis-à-vis du patrimoine de Tombouctou, au nom du président de la transition, frise un zèle inexplicable d'autant que celui-ci prône ouvertement son attachement indéfectible aux valeurs culturelles ancestrales et à notre patrimoine séculaire dont un des fleurons est Tombouctou. Les ressources inépuisables du Mali, terre de culture, d'histoire et de grande civilisation, sont celles du patrimoine qui fonde sa notoriété, sa grandeur et le respect que le monde entier lui voue. Vouloir dégrader un élément emblématique de ce patrimoine envié de tous, quelle que soit la raison, c'est porter une atteinte grave à notre identité et nos valeurs culturelles matérielles et immatérielles mondialement reconnues et appréciées. Le déplacement de ce château d'eau estampillé du nom du président de la transition et sa relocalisation en dehors de la zone tampon du périmètre classé sont nécessaires si l'on veut sortir Tombouctou de la liste du patrimoine mondial en péril. Il permettra de minimiser l'impact visuel sur la mosquée monumentale de Djingarébert et préserver ainsi l'harmonie du paysage architectural et urbain de la ville de Tombouctou qui subit les effets pervers du développement urbain incontrôlé, malgré son classement dans le patrimoine culturel national par décret en 1992. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.